Allez, on y va. Pierre, s'il te plaît. On a un député communiste qui est assailli par les gens. Pierre Dharréville, député communiste, et les GMS. Dominique, je te passe la main. Dominique Sicot, journaliste, ancienne rédactrice en chef, adjointe de l'Humanité Magazine, et désormais en retraite, on peut le dire, mais toujours aux Amis de l'Huma. Vous m'entendez là? Oui, voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Bon, le démarrage est un peu difficile, c'est un peu de diesel, mais pour parler de la sous-traitance automobile, finalement, ça s'impose. Donc, dans cette rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir donc deux ex-salariés de GMS, Vincent Labrousse à ma gauche et Stéphane Ledormont à ma droite. Alors, ex-salarié et syndicaliste, et donc GMS, je vous le rappelle, c'était un sous-traitant automobile basé à La Souterraine dans la Creuse. Et donc, on va confronter donc, nos amis avec Pierre Dharréville, qui est député PCF des Bouches-du-Rhône et qui est par ailleurs vice-président de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des syndicalistes et un député, parce qu'on va parler de la loi, hein, puisque les GMS ont mené un combat dont vous vous souvenez certainement en 2016-2017 pour le maintien de leur usine et de leurs emplois. Et la particularité peut-être de leur lutte, c'est qu'ils ont bien sûr ciblé, pointé les responsabilités de leurs actionnaires successifs, parce qu'il y en a eu beaucoup, peut-être qu'ils nous le rappelleront, qui étaient tous plus ou moins véreux, et ça n'allait pas en s'arrangeant. Mais aussi la particularité de leur usine, c'est qu'ils travaillaient pour deux clients essentiels. PSA, donc devenu depuis Stellantis, et puis le groupe Renault, c'est-à-dire qu'ils étaient sous-traitants des deux principaux constructeurs français automobiles, et donc ils ont montré donc, pendant leur lutte la responsabilité de ces donneurs d'ordre, et du coup, alors ils ont gagné des choses. J'ai pas envie de dire qu'ils ont perdu, moi, parce que, d'accord, il y a eu des licenciements, il y en a eu 157, mais l'usine, elle existe toujours. Il y a eu 120 emplois préservés à ce moment-là, et Vincent et Stéphane nous donneront des nouvelles de l'usine pour savoir où elle en est aujourd'hui. Mais surtout, ils n'ont jamais arrêté le combat, ils le continuent, on lâche rien, comme ils disent, et n'ont pas lâché. Et dans ce pas lâcher, ils ont finalement eu une démarche assez originale, c'est-à-dire qu'ils se sont mêlés d'écrire la loi, de changer la loi, d'essayer de modifier le code du travail. Donc en écrivant une loi pour responsabiliser les donneurs d'ordre dans le phénomène de la sous-traitance. Donc peut-être soit Vincent ou Stéphane ou l'un après l'autre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé d'entreprendre cette démarche? Concrètement, comment vous avez fait et puis peut-être où on en est, mais ça fait peut-être beaucoup de questions, mais déjà, pourquoi le faire et comment, voilà, comment vous l'avez fait, comment vous avez pu élaborer ce texte, puis la démarche qui va avec? Je vais attaquer. Donc déjà, je voulais vous remercier d'être là et de nous écouter. On n'est pas des donneurs de leçons, on témoigne simplement d'une lutte que l'on a menée, que l'on continue à mener et qu'on continuera à mener tant qu'on pourra. Ce qu'on espère, c'est que cette lutte en inspire d'autres et que ce qu'on a fait puisse servir et se poursuivre concrètement en changeant les rapports entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants et en changeant la vie quotidienne des salariés qui sont dans nos entreprises en préservant l'industrie. Parce que ça a été toujours notre... c'est quelque chose qui nous a menés, parce qu'en fait, l'industrie, c'est un mot, mais l'industrie, c'est aussi des vies, quoi. C'est... la GMS, c'est notre vie, c'est nos tripes. Il y a encore 96 camarades qui sont là-bas. L'entreprise vivote, c'est compliqué. Ça le sera encore plus en 2024, mais ils vont pas lâcher l'affaire. Et on a mis en place une association de soutien
qui est là pour les licenciés et pour les repris, qui vit toujours. On a une prochaine réunion avec la préfecture le 23 septembre prochain. Voilà un petit peu pour l'état des lieux des choses. Et pour poursuivre, en fait, on a écrit cette proposition de loi, en fait, un peu à force d'en prendre sur la gueule, parce qu'on a, comme l'a dit Dominique, on a eu de manière successive plusieurs actionnaires qui ont organisé le pillage de l'entreprise. Donc ils ont toujours dit qu'on était en creuse, que c'était compliqué, mais non, on a amené différents éléments qui ont prouvé que c'est bien eux qui ont pillé l'entreprise et qui ont organisé la désindustrialisation de notre boîte et des moyens de production. Et donc, on a écrit cette proposition de loi. En fait, ça s'est fait presque naturellement, j'ai envie de dire. Ça s'est fait au cours des discussions que l'on avait quotidiennement au comité d'entreprise, et puis parce qu'on s'est dit, on discutait avec l'avocat, bon là, si la phrase, si elle était tournée comme ça dans le code du travail, peut-être que là, ça nous donnerait un levier pour pouvoir agir contre les donneurs d'ordre. S'il y avait telle articulation, puis au bout d'un moment, on se dit merde, on pourrait peut-être faire quelque chose quand même. Donc, on s'y est mis. Alors, moi, j'ai été un des rédacteurs de cette, mais en fait, moi, j'étais qu'une main, quoi, en fait, qui a traduit ce que l'intelligence collective a produit. Parce que les propositions, le fait qu'on s'empare de l'outil de travail et la résistance à ce qui nous est présenté comme fatal, c'est bien le collectif qui l'a amené. Et les idées, elles sont venues de ça. Des discussions qu'on a eues entre nous, à la fois avec les salariés de chaque secteur, mais avec les experts, l'avocat. Voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est apparu. Et puis, petit à petit, les choses, on a dit, bon, on s'est lancé dans cette aventure. Et on a rencontré aussi des gens qui nous ont aidés, spontanément, à écrire. Et ça, c'est assez formidable. C'est une très très belle expérience. Bon, ça demande pas mal de temps, mais... et puis après, on a rencontré les groupes parlementaires. Pierre va un peu le dire, mais simplement, ce que je voulais juste rajouter, et j'en finis là, c'est que je voulais sincèrement remercier l'humanité pour le journal et tous les journalistes et ceux qui contribuent au fait que l'humanité est là, et les journaux qui sont de ce type-là, mais principalement l'humanité, parce que sur Altia, par exemple, qui était un de nos anciens actionnaires, l'UMA a été le seul journal à relayer le pillage de notre entreprise. Voilà. Et le fait qu'on soit encore invité aujourd'hui, pour nous, c'est un honneur, et on vous remerciera jamais assez de ce que vous faites, parce que on est là, nous, on n'est que des représentants, mais nos camarades, ils savent qu'on est là, et je peux vous dire que ça fait du bien. Merci. Mais je crois que l'honneur, il est aussi pour l'UMA, parce que recevoir des salariés qui se battent et qui ne baissent pas les bras, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Stéphane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ou on demande directement à Pierre? Peut-être quand même, comment toi t'as vécu bon. Parce que Pierre va devoir nous quitter un petit peu avant la fin, donc on va lui passer la parole tout de suite. Parce que on dit tu, on dit vous, je sais pas. Bon. On peut dire tu, il n'y a pas de problème. On y va, allez, on fonce. En tout cas, avec nos amis de GMS, on se tutoie en général. Voilà, bon, alors on va pas faire de chichi. Donc tu as été un des parlementaires qui a écouté, qui a accueilli la démarche des salariés de GMS. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui t'a incité à t'y intéresser? Et puis aussi,
on a l'impression, on se dit, bah, ça y est, j'ai touché un député, ça y est, c'est fait, bingo, ça va le faire, quoi. Et est-ce que pour toi, c'est facile? Est-ce que c'est... Quelles sont tes difficultés à toi pour faire aboutir ce texte? D'abord, je les ai rencontrés parce qu'ils sont tenaces. Et qu'ils n'ont pas lâché le morceau jusqu'à ce qu'ils aient un rendez-vous. Et non, évidemment, je plaisante, mais c'est vrai que voilà, quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale à frapper à la porte en disant voilà, nous on veut voir les députés, on veut causer parce qu'on a écrit une proposition de loi, c'est quand même pas commun. Voilà, il faut le dire. C'est pas commun et pourtant, voilà, comme syndicaliste, comme vous avez été des praticiens du droit, donc c'est très précieux. Voilà. Vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser au droit, à essayer de regarder comment on peut le faire bouger, etc. Mais vous êtes allés au bout de la démarche et donc vous êtes venus nous voir en disant voilà, on a écrit une proposition de loi, on a réfléchi, comme tu viens de le décrire, hein, ensemble, à partir de notre expérience. Et puis, on a ensuite des avocats qui ont un peu regardé tout ça, etc. Mais voilà, on tient à cette proposition de loi, qu'est-ce que vous en pensez? On aimerait bien que vous la portiez et peut-être que vous la portiez ensemble avec d'autres. Comme ça que vous êtes venus me voir et nous voir. Moi, d'abord, ma première réaction, c'est celle que je viens de décrire. C'est-à-dire, franchement, ça a de la valeur, quoi. C'est précieux et ça mérite d'être pris en considération et pris à bras-le-corps, même. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis. À l'époque, il y avait 3 groupes de gauche à l'Assemblée nationale, avec un député de chaque groupe. Et puis, on a étudié cette proposition, et puis comme on met notre signature en bas, on s'est dit, bon ben voilà, est-ce que nous, on n'a pas aussi un peu des choses qu'on voudrait ajouter, des choses peut-être qu'on voudrait aménager, etc. Et on a travaillé ensemble. À partir de là, on a discuté la loi ensemble pour écrire une première proposition. Et cette proposition de loi, ensuite, elle a été déposée en disant explicitement d'où elle venait. Voilà. Elle a été écrite d'abord et avec les salariés de JMS. Et c'était important pour nous, tous, que ça soit spécifié, quelle était la provenance, l'origine de cette loi. C'est pas n'importe quelle loi, proposition de loi. Donc voilà, on a fait un peu de bruit autour, on a essayé en tout cas de la présenter ensemble à l'Assemblée nationale. Un certain nombre d'articles de cette proposition ont été transformés en amendements au moment de la loi Pacte qui était mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et qui nous donnait la possibilité d'essayer de faire débattre des dispositions qui étaient à l'intérieur. L'espace n'était pas grand ouvert, mais on a quand même essayé de se saisir des espaces qui étaient là pour faire avancer le débat. Et puis, voilà, on ne s'est jamais lâché, en réalité, ensemble, dans cette lutte qui n'est pas finie, parce que, bon, il ne vous aura pas échappé qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui n'est pas très encline à essayer de faire progresser le droit du travail et les droits des salariés. Donc, bon, les propositions qu'on a formulées, elles sont restées un peu lettres mortes, on va se le dire jusqu'ici. La question qui se pose, c'est comment on peut pousser plus loin. Donc vous avez fait un gros travail, vous avez vous-même, je vois qu'il y avait une réalisatrice qui vous accompagnait tout à l'heure, fait des films, des livres, etc. Donc la bataille des GMS, elle est emblématique, quoi, voilà. Et moi j'ai à cœur que les propositions que nous avons travaillées ensemble, elles puissent aller plus loin. Alors je vais peut-être dire un mot là-dessus, Dominique, pour répondre aussi peut-être un peu à la question que tu poses sur les difficultés qu'on rencontre. Oui. En fait, à l'Assemblée nationale, chaque groupe a une journée par an où il peut essayer de faire débattre des textes, sans aucune garantie qu'ils soient adoptés. Et pour qu'ils soient débattus, il y a un certain nombre de conditions à remplir. D'abord, dans le texte lui-même, il faut qu'il soit relativement court, parce que sinon, on n'a pas le temps de le discuter. Je vous dis tout ça comment dire, pour faire toucher du doigt l'affaiblissement du Parlement, du droit d'initiative parlementaire dans notre pays. Et puis, au moment où cette journée vient, une fois par an, il y a des arbitrages qui sont rendus entre les députés du groupe pour essayer de composer l'ordre du jour de la journée. C'est toujours une foire d'empoigne pour essayer de se mettre d'accord. On est civilisés, c'est fraternel entre nous, on essaie de se mettre d'accord. Mais voilà, c'est des arbitrages complexes qui sont liés à l'actualité, aux batailles qui ont été menées, parfois aux mauvais coups. Par exemple, là, sur les retraites, il y a eu dans la foulée un groupe qui avait choisi de mettre à l'ordre du jour une réforme des retraites pour essayer de faire pièce à celle du gouvernement, etc. Vous voyez, c'est lié à beaucoup d'aléas. Voilà.
Donc, c'est pas si simple de faire entrer une loi dans une niche parlementaire. Mais pour moi, le travail que nous avons fait, il mériterait d'y figurer, très clairement. Voilà. Ensuite, au stade où on en est, pour l'instant, elle n'a pas été redéposée à l'Assemblée nationale depuis la nouvelle session. On a décidé de le faire, donc ça va être fait là, dans les jours qui viennent, avec Catherine Couturier, qui est députée désormais de la Creuse. On travaille ensemble, et puis on va essayer de mettre toute la NUP autour de la table pour qu'elle puisse être déposée dans ce contexte-là. Elle a été entre-temps retravaillée au Sénat avec Fabien Gay. Peut-être que tu en diras quelques mots, mais je crois qu'elle a été améliorée par rapport à la proposition que nous avions déposée, nous. Hein. C'est tant mieux. Franchement, je m'en félicite parce que c'est parfois un peu compliqué. Et c'est là où je voulais en venir. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse vraiment la faire plus débattre dans le pays. Et moi, j'ai essayé de le faire dans mon territoire. Je suis dans un territoire très industriel, autour du golfe de Fos, où il y a de la sidérurgie, il y a de la pétrochimie, etc. Donc cette proposition, moi, je leur ai transmise en leur disant, bon, écoutez, moi, j'aimerais bien la redéposer. On en avait parlé avec Vincent il y a un an de ça. Hein. J'aimerais bien la redéposer, mais je voudrais votre avis, parce que peut-être que ce que vous avez vécu à la souterraine, c'est pas exactement la même situation que ce que nous vivons chez nous, et la sous-traitance, ça se développe sous diverses formes, et donc voilà, il faut peut-être ajouter des choses, etc. Bon. Donc on a essayé de lancer ce travail, mais je pense que ça mériterait que bien des fédérations syndicales s'emparent de cette question. J'entendais il y a 10 jours un reportage sur France Inter sur la fibre optique, avec de la sous-traitance de rang 5. C'est-à-dire qu'il y a un donneur d'ordre, et puis il y en a 5 qui, au final, se succèdent pour que l'action soit mise en œuvre. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus, autour de l'auto-entrepreneuriat, bon voilà, il y a sans doute des choses à rechercher. Et dernière chose, je termine là-dessus, parce que sinon, je vais vous lasser. La première réaction de mes camarades syndicalistes sur place à Fos a été de me dire « Mais nous, la sous-traitance, on n'en veut pas. » On n'en veut pas parce que certains employeurs, en fait, se dédouanent du risque, de tout type de risque, compressent les salariés en externalisant un certain nombre de tâches et en disant « Voilà, ben ça, on va le confier à d'autres, ça va nous coûter moins cher. » Et évidemment, ça pèse sur les salaires, ça pèse sur les conditions de travail, etc. etc. Et donc, une de leurs batailles, c'est justement d'empêcher qu'un certain nombre de services soient sous-traités. Voilà. Donc, il me pointait, petite contradiction, mais à mon avis, elle est très surmontable, hein, de se dire comment on fait pour à la fois empêcher la sous-traitance et en même temps l'encadrer. Où est-ce qu'on met le curseur, quoi, voilà, hein. Donc c'est un débat intéressant, je trouve, ce qui ne retire rien, moi, à la bataille qu'on a menée ensemble jusqu'ici, mais au contraire, c'est intéressant parce que ça peut permettre que peut-être un plus grand nombre s'en empare. Et c'est un peu ça qui est devant nous, parce qu'une fois qu'on aura déposé la proposition de loi, ça ne suffira pas. Pour avoir le rapport de force, il faudra qu'on en fasse beaucoup plus, quoi, voilà. Merci Pierre. Donc on peut retenir que la proposition de loi des GMS va être déposée, donc c'est une annonce, voilà. Et Pierre vient de l'évoquer. Stéphane, quand vous avez, décidé de faire ce texte de loi, donc de vous attaquer à des multinationales, c'est en partant de votre histoire, est-ce que vous aviez conscience du morceau auquel vous vous attaquiez, c'est-à-dire des multinationales, mais aussi ce qu'a souligné Pierre, c'est-à-dire que la sous-traitance dans l'automobile, elle est organisée d'une certaine façon, mais dans d'autres secteurs, elle va être encore organisée différemment, parce que c'est le jeu d'éclater, de brouiller et de faire que ça soit très compliqué. Alors, est-ce que c'était ces travaux d'Hercule, est-ce que c'est ce que vous aviez prévu, et comment tu réagis à ça? Je pense qu'au départ, on n'avait pas prévu que la loi s'élargisse à toute la sous-traitance. Je pense pas. Après, comme a dit Vincent, elle a été retravaillée avec Fabien Gay. Et justement, c'est plutôt très bien qu'elle soit élargie. Parce qu'on s'aperçoit que la sous-traitance, il y a les Scopelec, il y a dans les télécoms, il y en a dans les femmes de ménage, au niveau notamment des diverses CHU. Moi, je travaille dans un CHU. Pour l'instant, la sous-traitance au ménage, c'est toujours fait par des fonctionnaires. Donc, du coup, on voit que même les services publics, c'est pas que les multinationales. Aussi, les services publics font appel à la sous-traitance. Donc, pour un peu moins répondre à Dominique, mais plus à Pierre, que oui, effectivement, on est contre la sous-traitance, mais elle existe. Donc, est-ce qu'il ne faut déjà pas
encadrer et protéger ce qui existe, et après réfléchir à ce qu'elle n'existe plus. Voilà. Donc oui, bah, c'est très bien qu'on persévère. Après, moi, je ne cache pas que des fois, on est un peu en colère parce que ça prend du temps. Et puis, nous, on est pressés. Donc, mais bon, je remercie encore Pierre et puis bah, tous les élus qui nous accompagnent dans cette lutte. Mais finalement, merci Stéphane, et comme tu l'as souligné, la sous-traitance est partout, et même les services publics utilisent de cette méthode. Mais quand on vous écoute, quand on voit le travail que vous avez fait, le travail que vous faites avec Pierre ou d'autres parlementaires, est-ce que finalement, d'une certaine manière, vous n'êtes pas en train de réinventer la démocratie? Parce que ça soit la Révolution française, la Commune de Paris, la Révolution russe, la relation entre la classe ouvrière, le peuple, et puis les représentants, cette question, elle s'est toujours posée. Et comment, si on veut être réellement démocratique, comment on arrive à faire cet aller-retour permanent? Si tout le monde ne peut pas voter la loi, tout le monde devrait l'élaborer, non? Alors, moi, je ne vais pas forcément répondre, je vais donner simplement mon point de vue. On n'a pas du tout la prétention de réinventer la démocratie ou quoi que ce soit. On fait des choses qui nous semblent naturelles avec, je pense, une pointe d'utopie en se disant, et surtout une non-acceptation de ce qui nous est présenté comme une fatalité. Et que ce soit, tu as parlé de s'attaquer à PSA et Renault, mais tu sais, le PDG de PSA et Renault, tous les matins, où je crois que c'est à 9h15, ils vont aux toilettes. Et là, ben, voilà, à un moment, c'est des gens comme nous. Enfin, il faut désacraliser ça, quoi. Et donc, pourquoi nous, on se mettrait pas à leur niveau et en leur disant, nous aussi, on sait faire des choses. Pas les mêmes, peut-être, mais il y a des choses qu'on sait faire. Donc c'est un petit peu de ça. Et il y a des choses qui sont atteignables si on s'y met collectivement. Alors je sais que Pierre a un rendez-vous derrière. Alors avant qu'il s'en aille, parce que non, mais je sais que c'est pas tout de suite. On les garde encore un peu. Mais tu sais, dans la ténacité, il y a. Alors moi, je suis très heureux du fait qu'il y ait un dépôt de la NUPS sur de la proposition de loi. Mais ce qu'on voudrait pas, c'est qu'elle cale des placards. Qu'elle cale des placards. C'est-à-dire que quand des propositions de loi elles sont déposées, ça ne veut pas dire qu'elles sont débattues. Et une des difficultés, Pierre l'a exposé pour qu'elles soient débattues, c'est qu'il faut qu'elle aille dans l'hémicycle. Et ils ont très peu, et ça on l'a appris aussi nous en discutant avec eux, voilà, ils ont très peu de marge de manœuvre pour pouvoir déposer la proposition de loi, donc c'est un jour par an. Eh ben, la proposition de loi, elle fait maintenant 14 articles. Et c'est long, 14 articles à discuter. Donc nous, on a réfléchi. On en propose 3 à discuter. Donc, on va faire en sorte qu'un des groupes parlementaires puisse trouver un peu de temps pour caler. Bah, il y en a 3, peut-être un chacun, je ne sais pas, vous vous débrouillez. Sinon, vous faites la courte paille, enfin, je sais pas. Non, je rigole, mais voilà, le but, c'est pas. Enfin, nous, on le fait pas. On le fait encore pour nous, pour les copains qui sont à LSI, on le fait. Mais et c'est le travail qui a été fait avec Fabien Gay, qui a à la fois. On a ancré cette proposition de loi dans la réalité du tissu industriel et économique dans lequel on est, avec la volonté, enfin, d'éparpillement, de destruction juridique et des collectifs de travail, enfin des choses comme ça. Mais, donc ça a été vraiment... ce travail, il a été accentué. Et en même temps, on l'a ouverte à tout ce qui était service, puisque la première réflexion, on était sur l'industrie et la relation donneur-d'ordre sous-traitant territoire, des gros comme PSA, Renault, Airbus. Et la réflexion qu'on a eue avec l'équipe de Fabien Gay, ça a été, on intègre plus les services. Donc Stéphane en a parlé, les femmes de ménage, la sous-traitance en cascade qui est plus... Voilà. Et donc, on a eu un débat au Sénat là-dessus. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est
En fait, il y avait des salariés sans papier, puis il y avait des camarades de Carrefour, il y avait, et on s'aperçoit que en France, légalement, le plus bas de la sous-traitance, c'est l'auto-entrepreneuriat. Légalement, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes le plus bas de la sous-traitance, mais légalement, ça existe. Et après, c'est l'esclavage. C'est les salariés sans papier, et ça, moi, je m'en étais pas forcément rendu compte. J'ai pris une grande claque ce jour-là. Ça n'a pas été facile de prendre la parole après eux, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions. Mais c'est aussi ça, la sous-traitance. Et c'est aussi ça où il faut agir. Et c'est pour ça qu'il y a urgence. Alors, aux copains, moi, je comprends le fait, mais elle existe de fait, la sous-traitance. Donc, il faut la combattre. Concrètement, donc... Oui. Merci. Donc Pierre, je me tourne à nouveau vers toi. Concrètement, bon, est-ce que tu peux nous dire quel serait le cheminement espéré du texte ? Et par ailleurs, je te pose deux questions en même temps. Donc, dans ta circonscription, est-ce que tu peux faire un travail avec justement les syndicats pour expliquer que c'est pas parce qu'on encadre le peu qui existe qu'on va pas s'opposer au principe, quoi. Oui, non, mais j'ai schématisé un peu la discussion pour poser le débat. C'était quand même plus riche que ça, et je pense que chacun a compris. Et tu as raison, c'est aussi ce que j'ai dit moi. C'est-à-dire que de toute façon, la sous-traitance, elle est là. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'elle va complètement disparaître, que des entreprises collaborent ensemble. C'est dans l'ordre des choses aussi. La question, c'est dans quelle mesure et comment éviter aussi qu'un certain nombre de grands donneurs d'ordre utilisent la sous-traitance pour accroître leur taux de profit et au détriment de celles et ceux qui travaillent. C'est ça le sujet. Et donc, il faut que les salariés soient respectés. Donc, je pense que si... Vous voyez, tout à l'heure, j'étais à l'Agora, je parle sous contrôle de mon ami et camarade Yannick Monet, qui est là, qui est député. Donc, en plus, ce que je vais dire sera doublement, je pense, suivi, parce qu'on a discuté ensemble et on est évidemment d'accord. Mais à l'Agora, j'ai été amené, on était 4 députés, un de chaque groupe de la NUP, à devoir présenter un texte, tout à l'heure, à 15h. Moi, j'ai présenté un texte pour le respect de l'humain au travail. Et j'ai décliné 10 axes d'une loi pour le respect de l'humain au travail. Dans les 10, sans ordre de hiérarchie, mais dans ma mémoire, le numéro 2, c'était une loi qui est celle que nous avons écrite ensemble pour encadrer la sous-traitance et pour renouveler le rapport entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Donc, ça fait partie du débat. C'est incontournable. Vous mettez le doigt sur un sujet majeur. Et la gauche ne peut pas et ne doit pas échapper à cette question-là. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Je ne sais pas comment je peux dire les choses plus clairement que ça. C'est un sujet essentiel. Donc, il faut qu'on s'en empare. Et sans doute beaucoup plus que ce qu'on a réussi à le faire jusqu'ici. Donc, ils ont beaucoup détruit dans le Code du travail. Et il y a beaucoup à reconstruire. Et donc ça doit faire partie des axes sur lesquels on doit reconstruire les choses. Et moi, j'espère que dans les temps qui viennent, on va faire monter cette question-là, la question du travail, du Code du travail, du droit du travail, des droits de celles et ceux qui travaillent. Et donc, à partir de là, cette question-là, elle va de toute manière ressurgir, inévitablement. Voilà. Ça, c'est peut-être la première chose que je pourrais dire. La deuxième, on a plusieurs outils qu'on peut essayer de mobiliser. On va regarder comment on s'y prend. Il faut réfléchir à plusieurs pour regarder comment on fait les choses. Mais il faudra que vous reveniez à l'Assemblée nationale pour causer, pour nous aider à remettre le sujet sur le haut de la pile. Mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, j'ai envie, on va déposer cette loi. Et tu as raison de dire, Vincent, bon, si on la dépose et puis après... C'est déjà bien de la déposer quand même, parce que c'est dans le paysage. Si elle n'existe pas, la proposition de loi, on ne peut rien faire. Du point de vue législatif, je veux dire. Voilà. Donc on montre qu'il y a des propositions en termes de droit, écrites, construites. Enfin, c'est pas rien quand même. Voilà. Il ne faut pas minimiser l'acte que cette proposition existe et qu'on a des moyens de lutter contre ce qui fait du mal à beaucoup de salariés dans le pays aujourd'hui. Voilà. Ça existe. Donc vous avez réussi à faire ça. C'est considérable. Après, ce dont on a besoin, c'est que dans le pays, les salariés s'en emparent. Donc moi, aujourd'hui, ici, je veux lancer un appel à ce que dans tous les territoires de notre pays, dans toutes les entreprises de notre pays, dans les services publics, tu as raison aussi,
parce que je pense que dans le service public, un certain nombre de syndicalistes se battent contre l'externalisation d'un certain nombre de choses et la sous-traitance. Mais en tout cas, on peut au moins regarder la manière dont les choses se font. Et il y a des outils pour ça dans la loi. Et donc, il faut que dans tout le pays, oui, on s'en empare. Et il faut qu'il y ait un mouvement se crée autour de ça et qu'on en parle plus. Donc, nous, on a du boulot à faire là-dessus, nous-mêmes, là où nous sommes. Et moi, pour répondre à ta question, Dominique, je vais continuer à le faire dans mon territoire, et je pense qu'il y a une sensibilité qui est en train de grandir, mais il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde. Donc je lance cet appel, voilà. Emparez-vous de cette proposition de loi, même discutons-la, j'ai envie de dire, parce que sans doute qu'il y a des choses dedans qu'on peut discuter, peaufiner, améliorer, etc. Il n'y a pas de, c'est pas un texte sacré, mais voilà. Emparez-vous de cette proposition de loi, emparons-nous de cette proposition de loi, et effectivement, essayons le plus vite possible d'en faire un grand débat à l'Assemblée nationale, au Parlement et au-delà dans le pays. Merci. Alors Stéphane, peut-être toi tu travailles dans un univers complètement différent maintenant, tu l'as dit, c'est celui de l'hôpital du CHU. Est-ce que justement tu penses que ce type de débat, tu peux l'avoir avec tes nouveaux collègues, et qu'ils soient syndicalistes ou non? Est-ce que c'est un sujet auquel tu pourrais les sensibiliser? Alors moi je vais parler d'autre chose que de la sous-traitance. Je vais m'écarter un peu, je suis désolé. Mais aujourd'hui, on est confronté dans cette société libéralisme, c'est à l'intérim. Donc, en fin de compte, la sous-traitance, elle sert, on déplace en fait l'outil dans une autre entreprise. Mais nous, les patients, on ne peut pas les déplacer, parce que je suis aide-soignant maintenant, donc on ne peut pas les déplacer, on va dire, dans un autre hôpital. Et du coup, comme maintenant, nous, on ne va pas vous mentir, c'est la réalité, on manque de personnel. Parce que y a des gens qui partent en retraite, il y en a d'autres qui démissionnent, et ils ne sont pas remplacés. Mais la charge de travail, elle est toujours là. Donc maintenant, on fait appel à l'intérim. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont diplômés d'État et qui ont choisi de ne pas avoir, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais d'avoir tous les emmerdes que les titulaires ils ont. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas confrontés aux familles, ils ne sont pas confrontés, nous on doit gérer en tant qu'aide-soignant les commandes de change, le repas, le linge, etc. Eux, ça ne les regarde pas. Eux, ils font les soins de base, ils s'en vont. Mais c'est une forme de sous-traitance. Puisque c'est pas... c'est de l'argent public qu'on donne à des sociétés privées. Et en plus, ils sont mieux payés que nous. Voilà. Donc après, oui, on pourrait avoir ce débat. Après, est-ce qu'il est prêt à être entendu? Ça, c'est autre chose. Après, nous, au CHU de Limoges, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est ménage, donc on va dire tout ce qui est ce qu'on appelle les ASH, donc les agents hospitaliers qui font le ménage, sont encore fonctionnaires. Je sais qu'à Nantes et dans d'autres CHU, c'est pas le cas. C'est des sociétés privées qui le font. Faut pas rêver. Un jour, ça va aussi arriver chez nous. Donc, je vous cache pas que c'est par rapport à ce que j'ai vécu chez GMS, c'est beaucoup plus compliqué pour on se batte, quoi, parce que les collègues, elles encaissent, je dis elles parce que la majorité sont des femmes, et moi je suis admiratif parce qu'elles font beaucoup de travail, hein, c'est très dur le métier d'aide-soignant ou d'infirmier. Mais en fait de compte, elles encaissent, elles acceptent, et maintenant on leur propose pas de travailler 7h45, on leur demande de travailler 12 heures. Donc pour économiser aussi des agents. Donc oui, effectivement, il faudra qu'on ouvre ça, mais c'est très compliqué à instaurer. Voilà. Mais, donc, Vincent, tu voulais poursuivre cette idée sur le débat, comment le poser, comment... Moi, je partage complètement ce que dit Pierre. Hein, on a été confronté à ça parce que, effectivement, je pense qu'on nous prend pour des extraterrestres un peu, le fait de s'attaquer à une proposition de loi, parce qu'il y a aussi, de part de tout le monde, cette défiance vis-à-vis du politique, et encore plus vis-à-vis de tout ce qui va toucher à l'industriel. Alors, c'est lié aussi à ce que font les capitalistes, hein, parce qu'on a été dans maintes et maintes réunions où l'État nous dit l'industrie, ah non, mais nous, on veut bien aider, mais nous, on va pas dire aux entrepreneurs ce qu'ils doivent faire. Eux, ils le savent, ce qu'ils doivent faire. Bon. Donc,
le précaré de cette partie, enfin de l'économie qui est industrielle, il doit être à l'industrie, au patron. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à combattre parce que c'est rentré dans les têtes. Qu'on le veuille ou non. Et c'est rentré dans les têtes aussi des syndicalistes en se disant, mais non, nous on ne sait pas... Enfin, moi j'ai été aussi dirigeant syndical à la métallurgie et quand on allait voir des copains dans les CE, on leur disait, mais faites des propositions industrielles. Ils disaient, non, mais non. Mais attendez, c'est ce que vous faites en CSE ou en CE. C'est ce que vous expliquez tous les jours. Mettez-le par écrit et proposez-le. Et bien ça, il y a un blocage. Et le blocage, il est encore plus important vis-à-vis de la loi. Ils se disent, bon, en plus, c'est de la politique, alors... Donc, je pense que, voilà, c'est... ce qu'il faut arriver à convaincre, c'est que la politique, c'est la vie de la cité, ça nous appartient à tous. C'est quelque chose sur lequel on a les moyens d'agir. Ils veulent justement, ils l'éloignent de nous, ils font tout ce qu'ils peuvent pour justement qu'on s'en empare pas. Et à très peu, enfin nous on était 277, pardon. On a quand même fait bouger quand même beaucoup de choses. Moi j'en suis très fier, même si j'ai toujours de l'amertume parce qu'on a été... il y a eu 157 licenciements, mais la boîte est toujours là. On a fait plein de choses derrière, on a démontré que c'était possible. Mais il y a cette partie politique, il ne faut pas la lâcher. On allait voir nous quotidiennement et on continue à le faire. Les politiques, le préfet, on propose, on y va. Il ne faut pas les lâcher. Et justement, c'est les copains, moi je vois bien dans les boîtes, hein, ouais mais non, mais puis de toute façon là c'est un peu, c'est compliqué quoi. Est-ce qu'à un moment on va arrêter de se prendre pour des cons? Est-ce qu'on va agir de ça quoi? Enfin agir concrètement. Et ça m'énerve. Mais voilà, donc, mais je pense que c'est possible et il faut que ça se mette en œuvre. Il faut faire preuve de conviction et il y a Bénédicte Taurine aussi de la France Insoumise qui avait beaucoup travaillé sur la proposition de loi. Je pense que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et ensemble avec les partis politiques, avec les syndicats, on travaille avec la Fédération de la métallurgie sur des choses. Mais c'est compliqué, c'est long, mais il ne faut pas lâcher l'affaire et surtout pas maintenant. Ils attendent que ça. Alors, peut-être Pierre, comme je crois que tu dois nous quitter un petit peu avant le débat, est-ce que tu veux conclure sur ça et peut-être répondre à Vincent parce qu'il t'interpelle aussi en tant qu'élu. Qu'est-ce que tu fais toi pour que les gens aient confiance et s'impliquent en politique? Non, je vais me garder de conclure parce que la conclusion, ça sera quand on aura voté... Voter la loi, ouais. On boit le champagne. Hein. Donc je vais me garder de conclure, mais ouais, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un autre engagement sur la fête derrière et il va falloir que je le rejoigne. Mais je tenais évidemment à participer à cet échange avec vous. Bon, d'abord, c'est vachement fort ce que vous nous avez dit ce soir tous les deux, puisque vous avez fait, surtout. Et donc moi, à chaque fois, je me retrouve devant la force que vous avez mis dans cette lutte et il faut être à la hauteur de ça. Et c'est une lutte. Et c'est une lutte comme un ensemble, c'est aussi une lutte politique. C'est une lutte syndicale, c'est une lutte sociale, c'est une lutte politique. Les choses, elles s'articulent. Et la politique doit évidemment servir à s'occuper de ça et à changer les structures. Et je pense qu'y compris le sens de votre action, vous n'êtes pas battus que pour vous. Vous êtes battus pour sauver évidemment les emplois, la boîte. Mais vous êtes battus, et vous l'avez fait en déposant cette proposition, pour que ça n'arrive pas à d'autres et pour qu'on change le droit. Et moi, je me bats pour ça depuis que je me suis engagé, quelle que soit la forme de l'engagement que j'ai eu dans ma vie, pour changer les structures et permettre qu'elles respectent mieux l'humain, et en l'occurrence là, celle qui travaille. Donc, je crois qu'on est au cœur d'un débat qui est éminemment politique en réalité. Parce que s'ils ne veulent pas agir là-dessus, c'est parce qu'il y a des intérêts en jeu, ils veulent continuer à faire ce qu'ils veulent pour faire du profit. Et donc c'est la lutte des classes, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Et moi je sais où je suis dans la lutte des classes. Donc on va continuer à mener cette bataille ensemble. Bon, et vous pouvez compter évidemment, vous le savez, sur l'engagement qui est le mien pour que on aille le plus loin possible et qu'on essaie d'atteindre les objectifs communs qu'on s'est fixés. Alors c'est vrai qu'il y a, Vincent le dit, il y a une défiance à l'égard de la politique qui s'exprime dans tout le pays régulièrement.
elle est là. Ben, la seule manière d'y répondre, c'est d'essayer de répondre aux besoins, de répondre aux enjeux, de répondre aux aspirations, et puis de porter un espoir pour le pays. Porter un nouvel espoir pour le pays. Alors moi, je ne veux pas ici me lancer dans un grand développement sur ce qu'il faudrait faire, mais ça en fait partie, c'est incontournable. Et donc je crois que dans les temps qui viennent, il faut utiliser tous les leviers d'action à notre disposition pour essayer de montrer que oui, on peut changer les choses et on n'est pas soumis à la fatalité qui nous est imposée par le capitalisme et par les forces de la finance qui essayent de nous mettre la tête sous l'eau. Donc voilà, il faut mener cette bataille. Alors peut-être il y a une piste, je la soumets comme ça paraîtra, ça en est une parmi d'autres, mais il faut essayer d'utiliser les leviers. Il y a la possibilité sur le site de l'Assemblée nationale de pétitionner pour faire en sorte qu'une proposition de loi puisse être mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On pourrait essayer de lancer les choses dans ce sens-là pour obliger la commission des affaires sociales à délibérer sur l'idée est-ce que oui ou non on accepte de se mettre au boulot sur ce sujet. Je crois qu'il suffit d'un nombre de signatures qui est quand même largement atteignable. Hein. Voilà. Je pense qu'à partir de 10 000 signatures, on peut commencer à dire qu'il faut quand même discuter de ce sujet. À mon avis, on est capable d'en mettre beaucoup plus quand même. Voilà. Donc, si on arrive dans le pays à mener une bataille pour dire la proposition des GMS, de loi des GMS, doit être mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ben, allons-y, essayons déjà de le prendre aussi par ce bout-là. Ça n'enlève pas tout le reste et tout ce qu'on s'est dit auparavant, mais voilà, je donne une piste comme celle-là pour dire comment on peut essayer d'articuler une lutte sociale, une lutte citoyenne avec l'intervention politique à l'Assemblée, parce que nous, on est là pour faire avancer les choses, en tout cas le plus possible, et sans le rapport de force, c'est plus compliqué. S'il y a le rapport de force, je crois que ça change la donne. Et donc, moi, je suis pas venu ici vous dire, je serais un menteur, hein, si je dis, écoutez, vous occupez de rien, maintenant vous avez fait votre truc, là, moi je m'occupe du reste. Ben non. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est ensemble qu'on va gagner. Merci Pierre. Alors peut-être on peut d'ailleurs rebondir sur ça. Voilà une nouvelle idée d'action. Lancer cette pétition et peut-être Stéphane et Vincent d'ailleurs quand vous avez commencé, enfin vous étiez des lutteurs de longue date puisque l'usine de la souterraine est passée dans de nombreuses mains et pas toujours des mains heureuses, donc la bagarre vous connaissiez, la lutte vous connaissiez, mais quand vous avez commencé celle-là qui a commencé en 2016, est-ce que tu t'imaginais tout ce que tu allais faire, c'est-à-dire écrire une loi, interpeller des élus, aller au festival de Cannes, de marcher sur le tapis rouge, tout ça, là j'exagère peut-être un peu, mais bon. Mais vous avez fait des trucs invraisemblables. Alors est-ce que ça donne pas une confiance folle en soi d'avoir fait tout ça, quand même? Ben non, au départ, on pensait pas que... Enfin, à un moment donné, on a passé une période où on était un peu... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, un peu dépassé. Mais après, comme voilà, on a un peu les pieds sur terre, on est vite revenu... sur Terre. Et non, après, je pense que c'est très bien, il faut qu'on continue. Et après, ce qui est aussi bien, c'est que voilà, ça fait 6 ans qu'on est venu à la fête de l'UMA, on y revient, et je vois qu'il y a du monde. Donc, c'est génial, ça veut dire que les gens, comme l'a dit Vincent, on peut s'emparer de tout, en fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas plus bête que les autres, donc... Mais oui, donc du coup, ça nous rend quand même fiers, parce que voilà, nous on est tous les deux licenciés, et on aurait pu dire l'un comme l'autre, on tourne la page, et puis on n'a pas envie de la tourner la page. Mais la tourner pour ouvrir un nouveau livre peut-être. En tout cas, je pense que Monique Pinson ne nous en voudrait pas si on détournait un peu sa pensée en disant qu'il n'y a pas un seul bourgeois qui pense qu'il est con. Donc on ne voit pas pourquoi nous, on penserait qu'on est con. Donc Vincent, écoute, comme il y a un concert à 19h30, je vais peut-être te laisser conclure. Peut-être tu peux donner un peu des nouvelles aussi des copains à la souterraine. Et puis on fera l'instant publicitaire aussi. On fera la réclame, hein, on n'oublie pas la réclame. Conclure, non, moi, je vous invite à continuer, hein. Comme l'a dit Pierre, de toute façon, parce que bon, c'est encore une fois qu'une étape aujourd'hui. Je vous remercie encore de votre présence. Mais voilà, moi, je voulais aussi saluer Laurence Page qui n'a pas pu venir et qui a contribué aussi largement à l'écriture de la proposition de loi.
Bon, voilà, j'ai aussi sur cette ténacité qui peut-être caractérise aussi notre lutte, c'est notre camarade Yann qui est plus là aujourd'hui. Alors j'aime pas trop faire ça, mais je pense, voilà, c'est, mais enfin tout ce qu'on a traversé, c'est-à-dire si on a été, ça nous a donné oui, ça nous a donné confiance. Après, notre quotidien nous rappelait rapidement, je crois pas que derrière on se soit emballé, quoi. Alors après, il y a effectivement les choses qui se sont mises en place. Les gens, enfin le livre, la BD ou le film, ce sont des cadeaux pour nous, hein, vraiment. Et c'est trois angles différents que je vous invite à regarder ou à lire. Après, notre volonté, c'est pas du tout, c'est de donner envie, quoi, et de dire que des choses sont possibles, même en Creuse, même à 277. Voilà, donc c'est simplement ça que j'ai envie de vous dire. Rien de plus. Après, moi, je suis Vincent Labrousse, je vais rentrer chez moi et on va continuer à agir ensemble. Il y a des choses qui vont être faites puisqu'on va continuer à bosser avec Pierre et avec les autres parlementaires, puisque continue aussi à travailler avec la France Insoumise et aussi avec Fabien Gay, hein, sur le texte. Et la volonté, c'est que sur ce texte-là, c'est que ça aille au-delà des cercles qu'on a l'habitude de côtoyer. C'est d'aller convaincre. Voilà. Mais ça, c'est encore du boulot. Il y a je vais faire la petite pub. On a un livre DVD qui a été écrit. Qui a été écrit. Alors, c'est pas le résumé d'une lutte. C'est pas le résumé d'une lutte. S'il y a dedans un certain nombre de témoignages. C'est Odile Allard, la productrice du film, qui est à l'origine de ce livre. Et ce qu'elle a voulu faire, c'est avoir des témoignages de compagnes et de compagnons de GMS. Et en discutant avec elle, on a élargi les choses pour avoir en fait l'avis de politiques, de journalistes, tous ceux d'amis qui sont là. Il y en a quelques-uns dans la salle ce soir, mais qui nous ont accompagnés et qui étaient là au quotidien. C'est toujours dans le même sens. C'est de faire de ce qu'on a fait un outil politique pour combattre ceux qui nous en mettent plein la gueule. Et de montrer que c'est possible si on s'y met tous et qu'on dépasse les choses, qu'on aille vers ce qui nous unit. Voilà. Parce que politiquement, on n'était pas tous à la CGT. On avait un syndicat fort aussi, c'est aussi important. On était 80 syndiqués sur 277, mais c'est du cadre à l'ouvrier. On a réussi on s'est réunis autour d'une idée. C'est notre boîte, elle nous appartient. On l'a construite, on va la défendre et on va pas se laisser crever comme ça. Nous on l'a fait, d'autres l'ont fait. C'est possible à faire. C'est simplement ce message-là. On lâche rien. Merci à vous. N'oubliez pas d'acheter le livre là, 35 € pour vous inspirer et surtout vous enivrer que c'est possible. Alors merci à Vincent et Stéphane bien sûr. Merci à Pierre qui a dû nous quitter. Merci à vous tous d'être venus nombreux. Et alors vous trouvez le livre à l'entrée là. Il y a le DVD, on va tout péter, et les témoignages, le livre. Et puis, alors attends, je vais rectifier Vincent. Dans la Creuse, on fait toujours des grandes choses. Voilà, il faut que vous le sachiez. Et si. Et vive la lutte. Et on va dédier quand même la soirée à Yann et à Yannick. Peut-être d'autres, mais voilà, moi à Yann et Yannick. Et on va tout péter. Merci Dominique.